Merci infiniment. Je ne sais pas si c'est très utile, mais dans mon CV, j'ajoute toujours, j'étais le capitaine de l'équipe de football du lycée Blaise Diagne, cadet. C'est ce que j'ai oublié. Voilà, vous avez oublié ça et c'est quand même ça. Donc j'ai 10 minutes. Non, je ne savais pas. Ah, ouais, là, tu ne sais pas tout. Hein. Donc j'ai 10 minutes de vol et au moins 3 minutes de taxi. C'est bien ça, hein? Très bien. Alors je remercie l'Observatoire Boutros Ghali. Ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'esquisser des réponses à apporter aux principaux défis sécuritaires que le contexte de la RCA a mis en exergue. Le problème est très simple, c'est que les casques bleus ont perdu l'ascendant moral qu'ils devraient avoir sur les acteurs des différents conflits, et c'est très sensible notamment au Mali et en Centrafrique. Donc, il faut voir quelles sont les initiatives concrètes qui peuvent améliorer la performance et restaurer cet ascendant moral. Globalement, mon avis, c'est le suivant. Les défis capacitaires des contingents africains devraient être relevés dans une approche systémique et mutualisée du maintien de la paix, appuyée par les organisations internationales à vocation régionale et les organismes internationaux tels l'OIF. Alors, pour illustrer cette idée, je vais évoquer les défis capacitaires et proposer des solutions concrètes. D'abord dans le domaine de la disponibilité opérationnelle et du soutien logistique. Ensuite dans le domaine de la doctrine. Et enfin dans le domaine de l'entraînement. Ce sont les 4 composantes de ce qu'on appelle capacité et que les anglo-saxons appellent capabilities. Puisque chez les anglo-saxons, capacities, c'est le matériel et les personnels, c'est-à-dire ce que les francophones appellent la disponibilité opérationnelle. Donc, quels sont les défis et les réponses dans le domaine de la disponibilité opérationnelle et du soutien? Mon sentiment, c'est que les progrès qui sont observés dans le formatage de l'organisation et de l'équipement des unités devraient d'une part être mieux adaptés aux possibilités logistiques des armées africaines et d'autre part s'appliquer à la qualification des personnels. Qu'est-ce qu'on observe sur le théâtre centrafricain? Tout simplement que les contingents africains sont venus sous-équipés. Certains vraiment dramatiquement sous-équipés. Ce qui fait que il y a eu un impact non négligeable de ce sous-équipement sur les performances des unités et sur le crédit de la mission. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'en somme, la deuxième vague d'unités qui est arrivée en Centrafrique est arrivée parfaitement équipée. Tout simplement parce qu'ils sont passés par des partenaires privés qui les ont aidés à se mettre sur pied. Alors, qu'est-ce que je propose très concrètement? Première proposition, c'est qu'il y ait des plaidoyers concertés pour réduire la taille des bataillons africains du fait des problèmes logistiques habituels des armées africaines. En somme, il ne faut pas leur demander des bataillons à 850. Il faut faire comme pour les Ivoiriens, 650, et peut-être même des bataillons plus petits, puisque le rapport Cruz propose des bataillons plus petits qui seraient beaucoup plus alertes. Deuxième proposition, il faut que ceux qui ont de l'expérience puissent offrir une expertise logistique à ceux qui sont des néophytes dans le maintien de la paix. En somme, une espèce de mutualisation. Et les écoles de maintien de la paix, l'OIF peut servir de catalyseur de ça. Ceci pour les mémorandums d'entente. Bienvenue au général Amoussou. Pour les mémorandums d'entente et également pour la maîtrise du COI manuel. Concernant maintenant, ça c'est pour les matériels. Pour les personnels, ce qui manque pour les personnels, c'est des tableaux d'effectifs en personnel qui soient plus détaillés. Qu'est-ce qu'on observe là aussi? C'est que les contingents africains ont projeté dans le maintien de la paix les dysfonctionnements structurels de leurs armées d'origine, notamment le sous-encadrement, l'absence pour les francophones de maîtrise de l'anglais, ce qui fait que dans l'état-major de la MINUSCA, les officiers de la CEAC, qui avaient une certaine connaissance du milieu, si on ne parlait pas le français, ils étaient parfois un peu perdus pour jouer le rôle. Qu'est-ce qui est proposé? Il est proposé que les TCC francophones se concertent pour harmoniser
le cycle de formation continue de leurs officiers, que les militaires connaissent bien, EMS 1 et EMS 2, qu'on s'entende qu'un capitaine doit avoir fait le cours des capitaines, un officier d'état-major doit être diplômé d'état-major. Ensuite, qu'on identifie des établissements qui puissent dispenser une formation qualifiante au maintien de la paix. Vous êtes capitaine commandant de compagnie, mais vous avez fait un petit plus qui est capitaine, disons, en mission de maintien de la paix, dispensé par l'EMP du général Fantamadi. Et ceci, ça permettra, quand on va faire les SUR, qui sont qu'on appelle les caractéristiques d'unité en français, on pourra détailler la qualification des personnels. Parce que actuellement, pour les matériels, c'est très clair. On vous dit il faut une unité de ça, il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça. Mais pour les personnels, on dit juste tel poste, il faut également maîtriser un anglais fonctionnel. Il faudra qu'on arrive à dire, il faut, dans votre état-major de bataillon, un officier qui a la qualification renseignement, maintien de la paix, ceci, cela. Ce qui fait qu'on ne mettra pas seulement dans les états-majors des bataillons africains des officiers pour remplir l'état-major bataillon, mais des gens qui sont qualifiés. Donc voilà pour ce qui est de la partie, si vous voulez, mes propositions concernant la partie disponibilité opérationnelle et soutien. J'en viens à la doctrine. L'ambiguïté vis-à-vis de la coercition, qui est une des tendances lourdes du maintien de la paix, n'a pas favorisé le développement de la doctrine du maintien de la paix en règles d'emploi et en procédés d'action. En somme, pour les militaires qui sont là et ceux de ma génération, il n'y a pas d'INF 201 du maintien de la paix. L'INF 201, c'est Infanterie 201, c'était un manuel de l'armée française pour dire comment manœuvre l'infanterie jusqu'au niveau des petits échelons. Ce qui fait que les contingents africains qui sont venus au maintien de la paix en Centrafrique sont arrivés avec l'esprit de l'Union africaine. Vraiment, on y va, on fait s'il le faut de l'imposition de la paix. Ce qui était une très bonne chose. Mais à côté de ça, il y a un contingent qui de nuit a fait une intervention, a pu arrêter des malfaiteurs. Malheureusement, le lendemain, sévices sur les malfaiteurs. Et un malfaiteur est mort des sévices qui venaient du soldat de la paix. Catastrophe pour le contingent et pour la mission. Donc par conséquent, moi ce que je recommande dans ce point bien précis, c'est que l'impulsion qui avait été donnée au Bureau des Affaires militaires par le général Bayo et par moi-même quand nous y étions, qui consistait à faire le manuel des bataillons de maintien de la paix, avec tous les TED dans le manuel, à faire progressivement des documents sur les différents types d'unités qu'on peut presque déployer au maintien de la paix. Il faut qu'on en arrive à la rédaction de règlements de manœuvre et à la définition de procédés d'emploi, qui permettront notamment de mieux organiser, mieux préparer et conduire l'activité majeure des casques bleus, c'est la patrouille. Mais il n'y a pas deux patrouilles qui se ressemblent. La patrouille de reconnaissance, la patrouille de protection des populations, la patrouille de prise de contact en vue d'en découdre avec des groupes armés, tout ça, c'est fondamentalement différent. Il faut-il y aller avec des camarades des GPT, la Joint Protection Team? Faut-il mettre sur cette patrouille, faut-il mettre des caméras sur le casque parce qu'après il faudra rendre compte, etc., etc. Tout ça n'est pas réglementé. Et bien évidemment, ça gêne les États dans la préparation. Donc, du point de vue de la doctrine, qui est une composante des capacités, il faut vraiment qu'on arrive à la rédaction de règlements de manœuvre et à la définition de procédés d'emploi. J'en viens à l'entraînement. C'est l'entraînement qui valorise les réponses que je viens de donner. Réponse de la disponibilité opérationnelle et réponse de la doctrine. L'entraînement doit s'intégrer dans une approche systémique et mutualisée du maintien de la paix, dans laquelle les organisations internationales à vocation régionale, je pense encore à l'EMP, devraient jouer un rôle de coordination et de supervision. Les performances mitigées des contingents africains procèdent d'abord des lacunes dans l'instruction et l'entraînement au sein de leur armée d'origine. Ça se lit tout simplement dans les budgets qui sont alloués à l'entraînement dans les armées d'origine. Si on ne s'entraîne pas correctement, on a beau avoir de la bonne volonté, on ne pourra pas être performant en maintien de la paix. Ainsi, en novembre 2018, une enquête suite au massacre d'une centaine de villageois dans le centre de la RCA
a conclu à des défaillances imputables aux contingents africains qui étaient sur place. C'est le massacre d'Alindao. Pire, la prise de risque habituellement acceptée par les contingents africains est parfois dévalorisée par un usage excessif de la force, comme ce fut le cas en avril 2018 à Bangui. Comment pallier les lacunes de l'entraînement national et l'absence d'un outil de calibration en amont des déploiements? Une réponse possible consisterait à obtenir des pays contributeurs une mutualisation de leurs rétex dans le cadre des écoles régionales de maintien de la paix. Le Sénégal fait un rétex à mi-mandat. Quand les troupes font 6 mois, on fait un premier rétex et un deuxième rétex à la fin du séjour. Certainement, les Burkinabés, les Nigériens font également des rétex. Il faudrait que ces rétex soient mutualisés, encore une fois, chez le général. Ces dernières seraient alors chargées, l'école de maintien de la paix serait chargée d'alimenter les États membres en exercice de cadre qui serait adapté à chaque théâtre d'opération. Il serait également chargé de soumettre les PC de bataillon et de compagnie à un test avant leur déploiement. Puisqu'encore une fois, et ça les militaires nous le savons bien, l'entraînement, ça concerne les cadres. L'instruction, ça concerne les hommes. Ce sont les chefs qui s'entraînent. Puisque les hommes font toujours la même chose. On suffit de leur dire. Mais ce sont les chefs qui doivent dire comment le faire, à quel moment et dans quelles conditions. S'agissant des soldats, un module générique, maintien de la paix, et un module spécifique à chaque théâtre d'opération, élaboré en liaison avec le Bureau des affaires militaires, pourrait être mis à disposition des pays contributeurs de troupes. Enfin, les États membres devraient adhérer au projet de la future task force d'évaluation de la performance militaire du Bureau des affaires militaires qui se propose de valider les savoir-faire des unités lors des visites de pré-déploiement. Je vais conclure. En septembre dernier, suite au lancement de l'initiative Action pour la paix du secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, le chef du département des opérations de paix, soulignait la nécessité, je cite, d'un engagement plus fort pour améliorer la formation, l'équipement et la performance. Je vous ai soumis des réponses que je crois concrètes aux défis capacitaires des contingents africains francophones, notamment ceux mis en exergue par le contexte centrafricain et ceux dans les 4 domaines qui sont constitutifs de l'aptitude opérationnelle. Les efforts des États contributeurs de troupes, le soutien attendu des organisations à vocation régionale, n'exonèrent pas le maintien de la paix, des adaptations qui sont attendues, telles que l'adéquation entre les mandats et les ressources, l'amélioration du renseignement, et également le partage entre les Nations Unies et les États membres de la responsabilité de la formation et de l'entraînement au maintien de la paix. Oui, nous sommes bien dans une époque d'engagement mutuel. Je vous remercie.